Il y a un premier processus qui, comme je l'annonçais tout à l'heure, nous voit passer d'un monde impérial à un monde d'État-nation et de nationalisme. Alors naturellement, l'Empire ottoman parcourt ce trajet tragique, mais il n'est pas le seul à ce moment-là, puisque l'Empire des Habsbourg connaît une trajectoire parallèle. Bon, on sait que les parallèles ne se rejoignent pas, mais enfin, sauf peut-être parfois dans le désastre. Et avec un temps de décalage, les empires coloniaux eux-mêmes vont connaître ce cheminement. Et ce cheminement, on en voit déjà les premières graines dans la période que nous avons considérée, puisque par exemple, l'Égypte, protectorat, est déjà en proie à une certaine fièvre. Alors je ne sais pas si il est anachronique de la qualifier de nationale, mais en tout cas, ça débouchera à un moment donné sur le nationalisme égyptien. Donc on a cette espèce de processus, et bien des travaux d'entre vous ont montré que ce processus, nous ne pouvons pas en avoir une lecture téléologique, finaliste, linéaire, et vous le savez beaucoup mieux que moi, l'idée de nationalisme avant 1918, avant la défaite de 1918, est sans doute anachronique. Nathalie l'a montré à propos de l'albanisme. Bon, d'autres l'ont montré ou l'ont suggéré à propos, je suis absolument incapable de savoir si ces auteurs ont raison ou tort, mais l'ont suggéré à propos des provinces arabes. Donc il faut se garder d'avoir une lecture téléologique de ce passage d'un monde impérial à un monde d'État-nation. Mais en tout cas, la séquence que nos quatre orateurs ont prise en considération, saisit du point de vue ottoman, et dans cette interaction entre la France et l'Empire ottoman, en quelque sorte un processus d'universalisation progressive de l'État-nation comme forme d'organisation politique. Et le processus est très lent, il n'est même pas absolument certain que nous en soyons sortis. Après tout, l'Union soviétique a connu ce processus jusqu'en 1991, et on peut se poser la question du statut impérial ou non aujourd'hui de l'Inde ou de la Chine. Ce sont peut-être les derniers empires nations, en quelque sorte, que nous avons sous les yeux. Donc il y a ce processus, et puis il y a un autre processus que mes collègues des relations internationales, à mon avis complètement à tort, pensent contradictoire, qui est le processus de ce que nous appelons aujourd'hui la globalisation économique et financière. Bon, la globalisation capitaliste, et vous savez que des historiens économiques ont parlé d'une première globalisation, mais naturellement c'est une façon de parler, parce qu'on peut parler de première globalisation bien antérieure, mais d'une première globalisation qui a implosé en quelque sorte avec l'éclatement de la guerre de 1914. Mais ces historiens font valoir, par exemple, qu'à la veille de la guerre de 1914, l'intégration du marché mondial, qui était peut-être d'ailleurs plutôt un marché transatlantique des capitaux, était plus poussé que ne le sera le marché mondial, l'intégration du marché mondial des capitaux jusqu'à ces dernières années, disons. Bon. Donc il y a ce 19e siècle, c'est aussi un grand temps de globalisation économique, financière, culturelle, migratoire, bien entendu, et qui est servi par la révolution industrielle et technologique. Alors moi, ma thèse, mais vous n'êtes naturellement pas forcé de la partager, c'est qu'entre ces deux processus, il y a un effet de synergie et non pas de contradiction, et que le particularisme, ces processus d'invention de la tradition et de l'authenticité auxquels les uns et les autres vous avez fait allusion aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'idéologie paradoxale peut-être de la globalisation que l'on trouve dans son expression des nationalismes culturels, notamment en Europe, et des ethno-nationalismes, notamment en Europe centrale, mais également dans une part du monde ottoman. Mais ça sera l'ethnicité en Afrique subsaharienne, le communalisme en Inde, ou le confessionnalisme, par exemple, au Liban. Bon. Donc, pour moi, il n'y a pas de contradiction entre les deux, il y a plutôt une synergie. Mais si vous acceptez, ne serait-ce qu'à titre d'hypothèse, pour la commodité
l'intensité de la discussion, si vous acceptez cet éclairage, l'on voit bien que la relation franco-ottomane est au cœur de cette chaudière, ou même de ce réacteur, pourrait-on dire. Et si je reprends rapidement au moins quelques aspects qui ont été évoqués, l'on voit bien comment, par exemple, dans le domaine économique et financier, Jacques Toby en parlait tout à l'heure, la question de ce que nous appelons aujourd'hui les investissements directs étrangers, la question d'ailleurs des concessions que pouvaient revêtir, enfin la forme que pouvaient revêtir ces investissements directs étrangers, la question de la dette et la question de la conditionnalité de la dette, le caractère multilatéral de la dette et la gestion multilatérale de celle-ci, la problématique des pays émergents. L'Empire ottoman, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un pays émergent. Tout cela est à l'ordre du jour et d'une certaine manière, chacun à votre façon, vous en avez parlé. Il y a également toute la logique de ce que l'on appelle aujourd'hui le soft power. Là aussi, je citerai Jacques Toby, je ne sais plus où vous êtes là, a commencé à nous en parler avec l'influence culturelle de la France dans l'Empire ottoman, puisqu'on parlait de la relation franco-ottomane, mais naturellement on pourrait parler des missions protestantes américaines dans l'Est de l'Anatolie, etc. Il y a la privatisation des formes privatisées de diplomatie. Ces consuls qui certes étaient consuls mais qui simultanément pouvaient être autre chose et qui négociaient avec les autorités des Milettes, avec les autorités administratives ottomanes, mais souvent, je parle sous votre contrôle, avec les chefs de bande dans l'arrière-pays, par exemple de d'Izmir ou d'Alep. Donc il y avait des formes de privatisation de la diplomatie qui sont assez amusantes pour un spécialiste des relations internationales contemporanéistes d'observer. Il y avait naturellement tout le débat sur l'islam. Est-ce que le problème c'est l'islam ou non? La polémique entre Renan, Namak Kemal, mais également Afrani qui circule aussi dans cet espace et qui d'une certaine manière montre que la relation franco-ottomane était une relation naturellement qui s'insérait dans un espace plus vaste, puisque défile à Paris non seulement Afrani, mais également Agaoğlu, qui à ce moment se présente comme persan et qui quelques années plus tard sera des piliers du nationalisme turc et un des grands serviteurs de l'État de la République kémaliste. Donc il y a tout ce débat sur l'islam qui est extrêmement important. Et puis naturellement il y a l'ingénierie sinistre de la purification, de ce que nous appelons aujourd'hui la purification ethnique, les massacres croisés, puisque évidemment il y a l'extermination des Arméniens, il y a les massacres et les expulsions de Grecs, mais Pinard nous le rappelait, il y a aussi les opérations des Grecs eux-mêmes, et puis ce n'était pas le sujet, mais naturellement il y a l'afflux des Mouadjirs, enfin de tous ces musulmans chassés par l'émancipation des provinces balkaniques et par l'avancée de l'Empire russe, donc qui fait que nous sommes dans un siècle de ce que nous appellerions aujourd'hui de purification ethnique et de toutes les ingénieries que cela suppose. Ce n'est pas M. Kouchner qui a inventé le droit d'ingérence, tout cela a été affûté dès le XIXe siècle. Donc tout cela pour dire que cette relation franco-ottomane, elle doit naturellement être resituée dans un contexte plus général, qui est un contexte assez difficile à analyser parce qu'il paraît dominé par deux processus contradictoires apparemment, mais à mon avis plutôt synergiques. Et de ce point de vue, les relations franco-ottomanes sont un formidable laboratoire de recherche, puisque nous avons tous les ingrédients de cette alchimie étrange entre l'universalisation de l'État-nation d'une part et d'autre part la globalisation capitaliste. Alors certains de mes propos pourront vous donner le sentiment que les politistes sont décidément incorrigibles et versent dans une espèce d'historicisme de mauvaise aloi. Il ne s'agit naturellement pas, et je m'en suis expliqué au sujet du colonial dans un texte récent, il ne s'agit naturellement pas de dire que
tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la continuité ou n'est que le legs, enfin au sens post-colonial, là ça serait post-impérial du terme, n'est qu'un legs ottoman, que nous sommes prisonniers des mêmes problématiques. Il ne s'agit naturellement pas de soutenir cette thèse. Bien des choses ont changé, et par définition, une ligne de continuité est une ligne de discontinuité tout autant. Il s'agit simplement de voir que cette relation franco-ottomane ou cette relation entre la France et les premiers pas de la République de Turquie s'inscrit dans une dynamique internationale complexe et que, comme je le disais pour ouvrir cet après-midi, l'expérience de l'Empire ottoman et l'expérience de la relation franco-ottomane a beaucoup plus à nous apprendre que le seul dialogue entre ces deux puissances. Je crois que là, nous avons un laboratoire formidable qui nous permet de repenser, ou de nous aider en tout cas à repenser, d'une part l'universalisation de l'État-nation comme mode d'organisation politique, et ce passage d'un monde d'empire à un monde d'État, et d'autre part la complexité de la globalisation économique et financière. Puisque Gilles demandait aux intervenants de proposer des pistes de recherches ultérieures, eh bien ce sera ma modeste contribution de politiste à la feuille de route qui nous a été soumise. Donc j'espère que ces quelques propos vous auront au moins donné le temps de préparer les questions, soit les questions, soit les remarques ou les contributions au débat qui a été nourri par les 4 interventions de cet après-midi. Qui souhaite... Alors il va de soi d'ailleurs que les intervenants peuvent eux aussi bien entendu participer à la discussion croisée. Henri, alors si tu peux avancer. Oui, d'abord, évidemment, je suis d'accord avec toi dans l'intégration, dans la mondialisation. Je promène en Grèce du Nord et il discute avec les villageois, on est vers 1910-1911. Ces villageois en savent plus sur les États-Unis que lui. Parce que les gens migrent vers l'Amérique et on migre du Liban, de l'Anatolie, des Balkans vers l'Amérique avec des retours de population. Donc cette mondialisation est tout à fait effective. Il n'en reste pas moins que dans les 2 dates que nous avons, 1798-1914, le moteur reste le moteur européen et des rivalités et des guerres européennes. L'expédition d'Égypte, indépendamment du débat sur la question d'Orient, c'est un élément de la grande guerre européenne enclenchée par la Révolution. Après Campo Formio, c'est soit frapper l'Angleterre en Inde, soit faire le blocus continental. Donc, l'aspect ottoman existe, l'enjeu ottoman existe, mais on est dans une guerre franco-britannique. 1914, l'Empire ottoman, il entre par accroc dans la guerre, même s'il a des raisons objectives, etc. C'est le dérèglement du système politique européen qui conduit à la guerre et qui conduit à la disparition de l'Empire. Donc les 2 dates que nous avons sont des dates qui finalement renvoient au fonctionnement européen. Et je parle sous le contrôle de Jacques, mais il me semble que l'un des moteurs, c'est par exemple, c'est après 1871, l'Allemagne est interdite à la place de Paris, sur la bourse de Paris, elle ne peut pas lever des emprunts sur la place de Paris. Du coup, l'Allemagne ne peut pas accéder au marché des capitaux européens et ensuite elle aura de plus en plus de difficultés à accéder au marché des capitaux britanniques en raison de la rivalité navale. Donc l'affaire du Bagdad-Ban se comprend par le fait que l'Allemagne impériale se trouve progressivement coupée du marché des capitaux français et britanniques qui sont les 2 premiers marchés de capitaux dans le monde. Mais ce n'est pas pour des raisons économiques, c'est pour des raisons de puissance. Pour la France, c'est l'Alsace-Lorraine. Pour la Grande-Bretagne, c'est la rivalité navale. Donc, malgré tout, c'est le politique d'abord et c'est surtout le politique européen. C'est en ce sens-là que je reprenais le terme de Tocqueville. C'est d'abord une question d'Occident. Étienne, et puis... Alexandre. Merci bien. Je vous ai écouté depuis ce matin vraiment avec passion et je voulais poser une question qui est peut-être complètement à côté de la plaque,
mais qui me manquait dans un certain nombre de situations, notamment dans celles plus on s'avançait vers notre période. Il me manquait que vis-à-vis de cet examen des choses de puissance, de l'État, des gens qui ont changé le monde, etc. et tout, est-il possible de mesurer le rôle des idéologies et des religions, idéologie laïque et idéologie religieuse, est-ce que ça joue des rôles suffisamment intéressants pour les inclure dans ce que vous disiez, notamment pour les dernières choses des périodes où on se rapproche. Est-ce que ces États, ces puissances ou puissances en devenir ont la possibilité d'utiliser, ou ils ont déjà utilisé, des choses comme idéologie nationaliste dans les Balkans, qui est un moteur, me semble-t-il, énorme, et d'autre part, les idéologies par la suite qui viendront, marxistes, idéologie fasciste, idéologie, que sais-je. Ce n'est pas du tout pour dire qu'elle manque, mais pour vous demander simplement est-ce qu'il faut les inclure. Merci. Est-ce qu'on prend plusieurs questions peut-être pour oui. Étienne permettra de mutualiser peut-être les réponses et de gagner du temps. Merci. J'ai été particulièrement sensible à la question de la levantinisation de l'Empire ottoman. Je trouve que c'est un phénomène effectivement qui est très intéressant, notamment culturellement parlant. Moi, j'adore ces histoires de Stéphanos Mousoulos qui devient Stéphanaki pour les Ottomans, pour l'administration ottomane, et devient Étienne pour le reste du monde, etc. Et c'est un phénomène qui est quand même qui débute assez tôt et qui devient de plus en plus violent jusqu'aux années 20, etc. Mais d'un point de vue purement politique, de projet politique, je crois que c'est pas vraiment une réussite comparé au bédouinisme anglais, et on en a peut-être la preuve dans l'avenir justement du Moyen-Orient où le levantinisme français n'a guère éclos en dehors du Liban, je crois, et on en voit encore des relents lorsque Pivot fait sa dictée à Beyrouth, etc. C'est une sorte c'est assez pathétique, disons, dans cette dimension-là. Par conséquent, je crois qu'il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a des mouvements à l'intérieur de l'Empire, parce que la politique française peut effectivement viser une grande Syrie qui serait une sorte de pis-aller, voyant que l'Empire ne tombe pas sous l'influence. La politique française se penche sur une sorte de dernier espoir, mais je crois que c'est quelque chose qui, même d'un côté français, n'est pas vu d'un très bon œil. La preuve en étant que Édouard Balladur a toujours refusé parler de ses origines pour cette raison-là, parce que le levantinisme, le levantin, est haï par les Français aussi, en général. Donc il y a plusieurs niveaux selon où on se place pour parler justement de cette culture qui se forme, mais en tout cas, culturellement parlant, c'est quelque chose de fascinant parce que ça recouvre pratiquement toutes les populations, mais souvent dans les limites très circonscrites des élites, y compris les élites musulmanes, et c'est là qu'on commence à retrouver un ottomanisme, un orientalisme ottoman, etc. Donc ça devient vraiment un phénomène. Mais d'un point de vue politique, ça me semble quelque chose qui effectivement n'a pas débouché sur grand-chose. L'exemple syro-libanais étant probablement le seul achèvement concret de cette politique. Pour la petite histoire, l'un des grands soucis des consuls généraux de France pendant que M. Balladur était Premier ministre à Paris était de préserver les archives du consulat de Smyrne, enfin de Izmir, pardonnez-moi. C'est une obsession. Une autre commentaire
Et moi, j'aurais peut-être une question, enfin, à poser dans le sillage de ce que dit Ethem. Il y a, entre le bédouinisme et le levantinisme, il y a pu contribuer la réussite d'être le Troyentin, pas d'avoir eu. N'est pas seulement d'Alida-Chine, le patrimoine culturel populaire français, le nombre de chanteurs d'origine levantine dans les années 60-70, Georges Moustaki, etc. Donc, c'est vrai que le Levant aujourd'hui est surtout une nostalgie littéraire. Bon, alors, pour reprenons dans l'ordre la question, le rôle du religieux est évidemment essentiel. D'abord parce que j'ai essayé de montrer que le sort de l'Empire ottoman se fait sur une base religieuse. La tripartition de l'espace renvoie à l'islam, à la part musulmane de chacune. Et puis, on a dans toute cette période des discours intenses sur l'islam, ce qu'est l'islam, ce qu'il doit être. L'islam, on a les perspectives de réforme de l'islam. 1856, c'est quand même une date essentielle. Je veux dire, la question de l'émancipation des dhimmis, avec la participation effective de la diplomatie européenne sur cette émancipation, évidemment extrêmement importante. Alors d'un côté aussi, tu as le spectre du pan-islamisme, cette menace, ces agents allemands, turcs, qu'on renifle partout en train de manigancer des trames épouvantables, etc. Bon, on a montré dans le cas de la Sénoussia qu'il ne s'était rien passé, mais que le fantasme français avait fini par provoquer l'insurrection sénouciste à force de 30 ans de complotites françaises. L'objet avait fini par correspondre aux angoisses des coloniaux. Mais en même temps, il y a aussi toute une réflexion sur l'islam. Si on prend le Collège de France, par exemple, c'est tout à fait caractéristique, parce que d'un côté, bon, il y a évidemment le monument Renan, qui, en quelque sorte, une essentialisation de l'islam. L'islam ne peut pas bouger, l'islam c'est le sémitisme absolu, l'islam c'est l'antipolitique absolu. Je pense en particulier au texte célèbre de la leçon inaugurale de Renan au Collège de France, bien que dans Renan 1890, il y a d'autres choses. Il laisse entendre que l'islam peut bouger. Mais c'est vraiment dans les derniers textes de Renan. Mais prenons par exemple Alfred Le Châtelier, qui lui, au contraire, pense l'islam en termes de mouvement. La grande question des orientalistes français au début du XXe siècle, ils sont dans une problématique extrêmement passionnante, qui serait le basculement d'un islam-religion à un islam-nation. Et en tant qu'islam-nation, ce serait une introduction du politique, du pluralisme politique. Il y a des textes absolument passionnants qui sont faits chez Le Châtelier, dans l'école de la Revue du Monde musulman, dans l'Asie française. Ce sont des textes qui méritent très largement d'être relus aujourd'hui, ne serait-ce que pour dire que l'orientalisme n'est pas du tout un essentialisme, puisque ce sont des gens qui pensent en termes de mouvement, de transformation sociale, d'identité religieuse plus que de pratique religieuse, etc. Alors la levantinisation, oui, elle a échoué très largement, mais bon, d'un côté on peut dire c'est la reconquête de l'intérieur sur l'extérieur, mais on peut dire aussi c'est l'un des grands suicides de la société de la Méditerranée orientale. Les Levantins sont partis, et leur capital d'expérience, d'expertise, de pratique, leur dynamisme sont allés enrichir ceux qui n'étaient pas des métropoles en tant que telles, mais qui sont devenus pour eux des métropoles, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, l'Amérique du Nord. C'est très largement alimenté de cet exode de Levantins qui commence dès l'entre-deux-guerres et qui continue et s'accélère dans les années 1950 et 1960. Les Levantins, on les retrouve partout, enfin des gens d'ascendance levantine, on les retrouve partout dans le monde occidental.
les territoires ex-ottomans se sont privés d'un immense capital en éliminant ce groupe social des Levantins. Pour la Grande Syrie, c'est un projet de 1914. Dès 1918, le gouvernement français ne pense plus en termes de Grande Syrie, il pense en termes de Syrie utile. Et Syrie utile, c'est pétrole. Et là, on entre dans toutes les négociations qui conduisent aux accords de San Remo, etc., de la participation française dans le cadre de l'Iraq Petroleum Company, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en 1914, on est encore dans le 19e siècle, mais en 1920, on est en plein dans le 20e. Les perspectives ont changé. Bon, on va conserver des jésuites, des écoles religieuses catholiques, etc., mais c'est déjà ressenti comme des éléments du passé. Ce sont des facteurs d'influence, etc., mais on est déjà passé à autre chose au début du mandat, et en ce sens-là, le mandat français est un héritage. Je veux dire, très rapidement, les Français se demandent ce qu'ils font en Syrie ou au Liban. La seule chose, il faut qu'elle insiste, on reste en Syrie parce que ce serait un mauvais exemple de partir à cause de l'Afrique du Nord. Et là, l'Afrique du Nord pèse lourdement sur la politique française au Liban. Il le pèse déjà avant 14, il pèse encore plus à l'époque du mandat. Je me rappelle, là, en 1994, j'avais organisé la première table ronde scientifique internationale sur l'histoire du mandat. Il n'y en avait pas eu avant, c'était à Oxford, au St. Anthony's College. Et j'avais déclaré à la stupéfaction de mes collègues britanniques que si on comprenait la politique britannique au Proche-Orient en fonction de l'Inde, on devait comprendre la politique française en fonction de l'Afrique du Nord. C'était les deux môles externes qui géraient les politiques impériales des deux grandes puissances. Sur cette France du Levant, il y aurait mais là je me tourne vers Pinard, il y aurait une superbe monographie, me semble-t-il, à faire, qui est le passage d'Alexandrette à Eskenderoun. Et là, je crois qu'il y a eu quelques années qui, sur le plan historique, doivent être absolument passionnantes. Je ne sais pas si ça relève de vos curiosités actuelles. Mais... En fait, dès que la Seconde Guerre mondiale commence, la Turquie, la France et l'Angleterre signent un accord tripartite. Donc, le prix d'échange pour la Turquie de signer un accord avec la France, c'est que le Saint-Jacques soit rendu à la Turquie. Rétrocession. Voilà. Non, rétrocédé, soit cédé. Cédé. Mais sinon, il y a Gilles Michel a fait un bon travail sur le Saint-Jacques. D'accord. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Oui, je voudrais dire un mot pour terminer mon exposé rapidement sur les deux grandes associations toujours vivantes et qui ont joué un rôle très important du point de vue de la langue française. Les sociétés qui sont nées, qui ont été créées par tout le gratin républicain du milieu du XIXe siècle, qui sont, en ce qui concerne l'Alliance, je ne peux pas dire si elle est laïque ou c'est une société civile en tout cas, et en tout cas qui est née, elle, alors pour le but, n'est-ce pas, c'est maintenir et propager la langue française dans les colonies et à l'étranger. Mais elle n'a pas créé d'école, elle en a tout de même une, dont je vais dire un mot, mais elle envoie aux écoles, elle n'est pas très riche, et elle envoie aux écoles des allocations, des dons en espèces, du matériel scolaire, des livres et des médailles. Il y a une quincaillerie extrêmement prisée, semble-t-il, dans la distribution des médailles. Et on ne s'étonnera pas qu'un grec professeur de français à Trébizonde, M. Métallides, reçoive une médaille. Mais lui, c'est une médaille simple, tandis que Cambon va recevoir une grande médaille d'argent et Jules Defesse de la Banque ottomane va recevoir une médaille de vermeil grand module, qui est la récompense exceptionnelle
aux gens qui ont... Alors, c'est assez risible, c'est vrai, mais c'est, semble-t-il, très apprécié. Alors, plus apprécié encore, bien sûr, les livres, enfin, et les choses concrètes. Elle possède une école, c'est à Bournaba, à Borlova, dans la banlieue d'Izmir, de Smyrne. Cette école, elle l'a créée en 98, elle l'a confiée aux frères des écoles chrétiennes. Ça marche pas mal. Et il y a un des responsables qui dit « L'école de Bournabat, comme la plupart des écoles encouragées par l'Alliance, à Smyrne, est un exemple de ce que peut donner l'enseignement congréganiste discrètement contrôlé. » Ces choses-là sont fort bien dites. Alors ça, voilà pour l'Alliance française. Alors l'Alliance israélite universelle, évidemment, son but est très différent. Je le donne rapidement, n'est-ce pas? C'est travailler partout à l'émancipation et aux progrès moraux des Israélites, prêter un appui efficace à tous ceux qui souffrent pour leur qualité d'Israélites, encourager toute publication propre à amener ce résultat. Mais ce qui m'intéresse ici, n'est-ce pas, c'est le fait que l'enseignement soit fait en français, qu'il y ait une école normale à Auteuil, et il va y avoir la lutte des langues, n'est-ce pas, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, n'est-ce pas, c'est le français va gagner la lutte des langues. La guerre, pas la lutte, la guerre des langues. C'est une expression qui existe, que j'élargis un peu. Entre l'hébreu, le problème, c'est de l'hébreu et du français. C'est les pressions sionistes, n'est-ce pas, sur l'Alliance israélite universelle. Alors, excédée, n'est-ce pas, par cette affaire, l'Alliance décide de faire une grande enquête. Fait une grande enquête en 1913, et qui est menée par deux rabbins, un rabbin français, Lévy, et un rabbin allemand, Porges ou Porges. Et alors ils vont voir toutes les écoles, ils posent toutes les questions que posent en effet les sionistes. Voulez-vous, n'est-ce pas? Alors tous, d'après ce qu'ils disent, n'est-ce pas, disent, nous avons les jeunes Israélites ont besoin du français. Alors l'hébreu est enseigné, ça c'est entendu déjà depuis longtemps. Oui, l'alliance israélite forme des spécialistes de l'enseignement de l'hébreu, mais l'enseignement français reste la langue d'enseignement. Et il n'est pas banal, n'est-ce pas, de voir un Allemand en 1913 défendre la langue française dans l'Empire ottoman, n'est-ce pas? C'est le rabbin Porges. Alors cette guerre est gagnée, n'est-ce pas, mais pas pour longtemps. Merci beaucoup donc de ces deux précisions. Oui, Henri. quand on regarde les statistiques des écoles catholiques ou de l'Alliance israélite universelle et qu'on voit la faible proportion de musulmans, il ne faut pas se tromper. Il y a des stratégies qui sont totalement différentes. Si on est chrétien et juif, on suit pratiquement toute la scolarité dans l'enseignement missionnaire. On assimile évidemment l'Alliance israélite. Quand on est musulman, en tout cas chez les notables, on envoie les enfants 1 ou 2 ans dans l'école francophone pour qu'il acquiert le français, et puis sinon il est à l'école musulmane d'État pour qu'il maîtrise le turc ottoman. Il y a des stratégies des familles qui sont totalement différentes. Ceux qui se destinent à la haute fonction publique ottomane, en tout cas pour la province syrienne, c'est clair. Ils vont passer 1 ou 2 ans dans une école française avant ou après l'école ottomane et ensuite éventuellement l'école impériale, enfin l'université impériale à Constantinople. Donc la faible chiffre d'élèves musulmans ne doit pas dissimuler que le turnover est beaucoup plus important chez les musulmans que chez les chrétiens ou chez les juifs. C'est ce qui pose la question de la part du sionisme et du projet sioniste dans la relation entre la France et l'Empire ottoman. Je pense à tes travaux, mais également à la biographie d'Abdulhamid II par François Géorgeon. Au fond, quelle est la part de la France dans les négociations, dans les contacts entre le sionisme et l'Empire ottoman? La France, enfin, il y a deux choses. Il y a la colonisation rothschildienne que la France encourage,
et puis les sionistes herzéliens, donc l'organisation sioniste mondiale. En gros, pour la France, c'est l'abomination des abominations. C'est un projet allemand soutenu par la Grande-Bretagne, le tout contre les intérêts français. Donc la diplomatie française est l'adversaire résolu du mouvement sioniste, de l'organisation sioniste, jusqu'à 1914, voire même bien au-delà. 17, c'est en 17 que l'Alliance est obligée de choisir l'hébreu comme langue d'enseignement, en 1917, pendant la guerre. François, tu... Henri a répondu, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Oui, monsieur. La France a pensé au royaume arabe, puis au sionisme. Les Anglais aussi ont évoqué l'arabia. Alors, dans quelle mesure ces idées-là ont influencé la création des mouvements politiques qui ont adopté ces dogmes? Est-ce que vous avez une idée sur ça? C'est le jeu des interactions. Quand vous avez un comité central syrien qui siège à Paris, qui est composé d'exilés de l'Empire ottoman, et ce comité central syrien joue un rôle très actif auprès des décideurs français, en particulier de Poincaré. D'un côté, on peut dire c'est le projet politique français, mais en fait, la postérité intellectuelle du comité central syrien, c'est le syrianisme. On peut très bien faire la généalogie entre le comité central syrien de 1913-1914, à Antoine Sardé, et au Parti populaire et au PPS ultérieurement. Mais je pense, si vous voulez, que la boîte à outils européenne et française est tellement vaste que les locaux peuvent se servir de ce qu'ils veulent à l'intérieur. Ils veulent de l'arabisme, ils trouveront des Français arabistes. Ils veulent des syrianistes, ils trouveront des Français syrianistes. Ils veulent du sionisme, ils trouveront des Français sionistes. Ils veulent de l'antisionisme, ils trouveront des Français antisionistes. C'est-à-dire, l'offre française, elle n'est pas sur un seul produit, elle est multiple, et les gens s'en servent en fonction de leurs propres intérêts. Alors, je vais repasser la parole à Gilles, parce que je pense que tu as un dernier mot à dire, mais je pense exprimer le sentiment général en remerciant le Collège de France, Gilles, bien entendu, qui ont organisé ce colloque, toute l'équipe avec laquelle tu l'as fait, et je crois que, puisque je suis le dernier président en fonction, si je puis dire, je pense pouvoir exprimer le sentiment général pour convoyer vers Gilles et vers le Collège de France notre gratitude pour le colloque qui a été organisé aujourd'hui. Mais je pense que je te passe la parole. Non, je vais simplement répondre à ces remerciements par des remerciements. Des remerciements d'abord à tous ceux qui ont bien voulu répondre à mon appel et qui vous ont présenté les communications que nous avons entendues toutes ces parcouru une très longue distance dans le temps. Nous avons vu des époques différentes et il est évidemment un peu artificiel de comparer des conjonctures du XVIe siècle à des conjonctures du XIXe ou du XXe siècle. Je remarque quand même que dans ces aspects politiques, le rapprochement, l'amitié franco-turque, elle s'est toujours faite contre quelqu'un d'autre, au sein de l'échiquier européen. On a vu qu'elle était née contre les Habsbourg, ensuite elle a pris un caractère anti-espagnol, anti-russe, et pour finir par un dernier avatar, elle est maintenue. Enfin, je veux dire que les fils sont renoués, comme la communication de Penard nous l'a montré, après l'intermède totalement négatif, évidemment, de la Première Guerre mondiale. Les fils sont renoués contre l'Angleterre. Donc, économiquement, financièrement, on est plus dans le positif.
ces relations, on l'a vu ce matin, finalement, sont nées pour des raisons purement politiques, à une époque où le commerce entre la France et l'Empire ottoman était réduit à peu de choses, même si on a essayé de le favoriser en profitant du rapprochement politique, mais le rapprochement politique était premier. Et puis ensuite, finalement, les relations commerciales, enfin c'est très clair au XVIIIe siècle et ça a été bien souligné tout à l'heure, sont plus importantes que les enjeux politiques ou les enjeux stratégiques, et la politique se met au service de l'économie. Et d'autre part, on voit bien aussi comment au XIXe siècle, l'Empire ottoman, pour le capitalisme européen, est un terrain de chasse juteux. Par conséquent, alors que politiquement, c'est plutôt par défaut, disons, que s'exerce le rapprochement franco-ottoman, et d'ailleurs j'ai oublié un dernier avatar, qui est, enfin, le rapprochement franco-turc et même plus largement entre la Turquie et l'Occident. Le dernier avatar, c'était l'opposition à l'URSS, bien entendu. Et peut-être que certaines difficultés actuelles tiennent à l'absence d'un ennemi commun, n'est-ce pas, entre la Turquie et, disons, l'Occident. Bon, voilà quelques remarques de fin de colloque quand tout le monde est fatigué. Merci encore à tous et eh bien continuons la recherche. Et cherchons l'ennemi commun.